L'objectif de l'exercice est de suivre l'évolution temporelle de la concentration du composé chloré HCl au cours du temps, sachant que sa réaction d'hydrolyse libère des ions H3O+, qui vont pouvoir être déterminés par un titrage acido-basique suivi par pH-métrie ou bien par un indicateur coloré. Dans le bécher, un prélèvement de 5 ml du mélange réactionnel qui contient des ions H3O+, titré ici par de la soude de concentration Cb connue. La réaction de titrage est celle entre les ions H3O+, et les ions hydroxyde qui forment de l'eau. Et l'objectif est ici de retrouver la concentration d'ioxonium à 48,5 heures, c'est-à-dire pour un volume versé à l'équivalence de 24,3 ml. Il faut pour cela exploiter les proportions stoichiométriques atteintes à l'équivalence. Et à ce moment, les deux réactifs, H3O+ et HO- sont introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que le rapport de leur quantité de matière à cet instant est égal au rapport de leur nombre stoichiométrique dans l'équation. Petit a pour rappeler que H3O+ est apporté par le volume Va et grand E pour rappeler que les ions hydroxydes sont apportés par le volume équivalent, ici de 24,3 ml. On en déduit que la quantité d'ions H3O+ dans le volume Va est égale à celle des ions hydroxydes apportés par le volume Ve. Quantité d'ions hydroxydes est égale à Cb fois Ve. En effet, la concentration des ions hydroxydes est égale à une fois celle de la soude d'après la stoichiométrie de celle-ci. On en déduit la concentration des ions oxonium en divisant sa quantité CbVe par le volume titré, c'est-à-dire Va. On remarque un rapport de volume que l'on peut donc laisser en millilitres car il se simplifie dans le rapport. Cb en mol par litre, la concentration calculée sera donc également en mol par litre. On fait l'application numérique pour un volume équivalent de 24,3 ml et on retrouve bien une concentration de 61 mmol par litre d'ioxonium à 48,5 heures. Connaissant les concentrations d'ioxonium aux différents instants, on souhaite ici en déduire les concentrations du composé chloré à ces mêmes instants. Pour cela, on exploite un tableau d'avancement de la réaction. Dans l'état initial, N0 mol du composé chloré et pas encore d'ioxonium formé. À l'instant T, il s'est formé X mol d'ioxonium et dans le même temps ont été consommés X mol du composé chloré d'après la stoichiométrie de la réaction et donc une quantité restante de N0-X. On en déduit que la concentration du composé chloré à l'instant T est égale à sa quantité, c'est-à-dire N0-X, divisé par le volume du mélange noté Vt. On sépare la fraction en deux pour faire apparaître le terme N0 sur Vt, qui est la concentration du composé chloré à l'instant initial. Concentration initiale donnée de 0,076 mol par litre, c'est-à-dire 76 millimoles par litre. Dans la deuxième fraction, X est la quantité de matière d'ion oxonium, X sur Vt, et donc la concentration d'ion oxonium à l'instant T. On en déduit donc que pour calculer la concentration du composé chloré à l'instant T, on retranche la concentration à l'instant T d'ion oxonium à la concentration initiale du composé chloré. Ici, les trois concentrations sont en millimoles par litre. On fait l'application numérique pour chaque instant et on en déduit les concentrations du composé chloré au cours du temps. On en déduit la dernière ligne du tableau en calculant le logarithme népérien du rapport de la concentration initiale, 76 mmol par litre, par la concentration du composé chloré à l'instant T que nous venons juste de calculer. D'où ces valeurs. L'objectif dans la suite est d'exploiter les valeurs de logarithme au cours du temps pour vérifier si la loi de vitesse pour le composé chloré est d'ordre 1. Pour cela, il nous faut dans un premier temps établir l'équation différentielle vérifiée par la concentration du composé chloré. On rappelle tout d'abord que
la vitesse de disparition est égale de manière générale à l'opposé de la dérivée temporelle de sa concentration. Et dans l'hypothèse d'une loi de vitesse d'ordre 1, vitesse et concentration sont proportionnelles, k étant la constante de vitesse. On réunit les deux membres de droite, équation qu'on réarrange pour voir apparaître la forme y' plus k fois y égale 0. Équation différentielle dont il faut connaître la solution de la forme y à t égale 0 fois exponentielle de moins k fois t. Par analogie, la concentration du composé chloré a pour solution la concentration initiale fois l'exponentielle de moins k fois t. Et pour faire apparaître l'expression du logarithme népérien, on divise de chaque côté par la concentration à l'instant t et par le terme exponentiel. Et enfin, pour retrouver la même forme, on applique de chaque côté la fonction logarithme népérien. Logarithme népérien étant la fonction réciproque de l'exponentielle, ln d'exponentielle de plus k fois t est tout simplement égal à k fois t. On voit que le logarithme est une fonction du temps et que cette fonction est linéaire, k étant une constante. On en déduit que la courbe du logarithme en fonction du temps est une droite qui passe par l'origine et dont le coefficient directeur est la constante de vitesse k, si bien sûr il y a bien ordre 1 par rapport au composé chloré. On place alors sur un graphique les points expérimentaux correspondant au logarithme en fonction du temps. On a rajouté un 5e point ici, à l'instant origine, sachant que la concentration est égale à la concentration initiale, et donc un rapport de concentration égal à 1, logarithme de 1 étant égal à 0. On voit alors que les 5 points sont pratiquement alignés sur une droite qui passe par l'origine. La courbe expérimentale peut donc être modélisée par une fonction linéaire. L'ordre 1 par rapport au composé chloré est donc confirmé. On peut alors en déduire la constante de vitesse, qui est le coefficient directeur de la droite. On prend alors deux points A et B sur cette droite, A sur l'origine, et à l'aide de leurs coordonnées, on en déduit une constante de vitesse de 0,032 h-1.